Bonjour à tous. Alors je vais attendre qu'un peu tout le monde arrive, s'installe confortablement sur son fauteuil. C'est l'avantage de Facebook Live, hein. On est tranquille à la maison et on peut discuter avec tout le monde. Donc le temps que tout le monde arrive, je vérifie que sur la page tout le monde est bien là. Donc bonjour à tous, je suis donc Emmanuelle de l'agence Maniereva. J'ai donc voulu faire un Facebook Live, excusez-moi, pour expliquer un petit peu le métier de wedding planner et la formation qui en découle. Donc certains ont déjà posé des questions directement sur l'événement que je me permettrai de répondre. Et ensuite, voilà, ceux qui viendront au fur et à mesure répondront directement aux questions en direct. Donc directement, j'actualise la page pour être sûr que tout est OK. Hop. Voilà, donc je suis donc Emmanuelle de l'agence Maniereva. Je suis wedding planner depuis début avril 2009. Je suis mariée, j'ai 3 enfants de 15, 12 et 7 ans. Ce métier permet justement de gérer plusieurs vies en même temps, celle de femme, épouse et chef d'entreprise. J'ai un BTS de communication des entreprises que j'ai fait par correspondance, qui donc à la base n'était pas du tout prévu pour faire du mariage. La vie m'a emmenée dedans par les métiers que j'ai fait et il s'est un peu imposé à moi. Donc depuis avril 2009, je suis déclarée en tant que chef d'entreprise. Essentiellement, ce métier-là, il faut vraiment garder à l'esprit, le premier conseil que je vous donne, c'est que vous êtes wedding planner, mais avant tout, vous êtes chef d'entreprise. Donc il faut vraiment fonctionner comme cela. Donc le métier en lui-même est très très complet, très complexe. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est encore dans un métier qui ne possède pas de code APE. Donc c'est un peu difficile au niveau de la reconnaissance du métier et les démarches que je fais dans mon propre agence et dans ma propre agence sont éventuellement faits pour essayer d'encourager dans cette optique-là. Excusez-moi. Donc le métier de wedding planner est un métier qui a beaucoup de complexité parce qu'il est très très complet. On a un travail qui travaille sur le saisonnier essentiellement avec la période mariage, donc selon les régions qui va être plus ou moins étendue. On a tout le travail en amont qui est la préparation avec les rendez-vous, tout ça. Et évidemment, pendant la grosse saison, on a la jonction entre les mariages en cours et les mariages de l'année d'après. Notre métier, il faut vraiment vous dire qu'on est le prestataire du mariage qui va gérer l'entière organisation, la logistique, les relations entre les différents prestataires, les relations entre les prestataires et les mariés. Donc c'est un travail qui est très chronophage, qu'il faut vraiment prendre beaucoup de temps, et donc l'organisation et les outils de travail sont très importants pour cela. Et on en vient à la formation, évidemment. Se lancer en tant que wedding planner, essentiellement pour moi, il faut déjà avoir un certain niveau, soit en communication, soit en commercial, soit en comptabilité ou en marketing, enfin une petite base un petit peu pour commencer. Et ensuite, il est essentiel à l'heure d'aujourd'hui, vu la concurrence et vu le marché actuel des wedding planners, d'être formé dans une école de wedding planner de façon à pouvoir avoir les outils qui sont nécessaires à réussir et pouvoir faire la différence par rapport à une concurrence qui est forcément de plus en plus grande. Donc il existe beaucoup de formations, ce sera la question d'ailleurs d'Ophélie que je répondrai après. Donc voilà, il est vraiment très important pour vous d'avoir une formation pour se lancer parce qu'on peut se lancer sans formation, étant donné que c'est un métier qui n'est pas diplômant. Tout le monde peut se lancer, voilà, j'aime bien le mariage, j'aime bien la fête, j'aime bien j'aime bien le tuer, les paillettes, c'est cool, c'est sympa. Maintenant, excusez-moi. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour réussir? J'en suis pas sûre. Donc autant partir avec les bons bagages et les bons outils pour réussir notre métier et surtout la vie de chef d'entreprise, encore une fois. Donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en premier lieu. Donc la question d'Ophélie était est-ce qu'on peut être engagé dans une entreprise de wedding planner? Alors à l'heure d'aujourd'hui, les entreprises sont très peu recrutantes parce que la plupart du temps, c'est des entreprises qui travaillent seules. Donc c'est un chef d'entreprise qui va gérer son entreprise soi-même. Étant donné qu'on est sur un métier qui est quand même assez saisonnel et qui du
coup, on a des emplois du temps qui sont très variables. C'est très compliqué d'avoir à l'heure d'aujourd'hui la charge d'un employé sur toute l'année. Il existe des entreprises, des grosses agences. Donc c'est souvent les agences qui sont dans les grandes villes, donc sur Paris, sur Nice, sur Bordeaux, sur Lyon. Voilà, des grosses entreprises qui vont recruter, mais c'est quand même assez rare. Alors d'aujourd'hui, la plupart du temps, les wedding planners travaillent seuls. Moi, par exemple, je travaille donc toute seule. Depuis 2009, j'ai mon entreprise, je suis seule à travailler au sein de l'entreprise. Par contre, je fais appel à des sous-traitants, dont Sandrine, par exemple, qui est assistant wedding planner, ou des élèves que je forme, en qui j'ai entièrement confiance et que je vais pouvoir leur donner un jour J quand j'ai des doublons. Mais c'est la sous-traitance, ce n'est pas des employés. Donc c'est essentiellement ça, c'est quand même très très rare. Je ne veux pas casser le moral, mais c'est assez compliqué. La deuxième question d'Ophélie était, est-ce qu'il y a un diplôme obligatoire? Non, clairement non. Étant donné qu'on est sur un métier qui ne possède pas de code APE, qui n'a pas de reconnaissance en tant que métier, il faut savoir que quand vous vous déclarez à l'INSEE, vous pouvez vous retrouver en fait avec un code APE qui est assez divers. Donc il y en a qui vont avoir, moi je suis considérée comme profession libérale conseiller en communication, d'autres vont être dans la catégorie traiteur, d'autres qui vont être dans la catégorie, il me semble que les Alex, vous êtes en tant qu'exposant de foire, je crois, organisation de foire, donc quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Donc il y a plusieurs codes APE qui vont vous classer donc dans votre, soit en tant que profession libérale, soit en tant que prestataire de service, qui est assez indifférent au niveau de justement après de la législation. Ça c'est un autre sujet. Donc au niveau du diplôme, non, il n'est pas obligatoire. Nous, le code APE, c'est organisation de foire. Voilà, j'étais pas très très loin. J'étais presque. Donc le diplôme n'est pas du tout obligatoire, dans le sens, donc c'est pas un métier qui est diplômant. Par contre, il est fortement conseillé par rapport à la concurrence et par rapport à la reconnaissance aussi au niveau des prestataires. Dans le sens où nous avons, à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui vont se lancer sans forcément être du milieu, sans forcément connaître le métier. C'est très bien, ils peuvent réussir, on fait ça, je sais pas, je leur souhaite bonne chance. C'est juste que par contre, forcément, sans formation à la base, vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas la reconnaissance de vos pairs. Je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, vous sortez d'une formation qui a une certaine réputation. Ça va être quand même beaucoup plus facile pour vous quand vous allez face à un prestataire, quand vous allez voir sur votre site, vous n'avez jamais fait de mariage, vous avez fait une formation chez un tel ou chez un tel. Forcément, ça vous permet une certaine reconnaissance. Donc, il est fortement conseillé d'avoir une formation chez moi ou chez n'importe qui, du moment où la formation vous correspond, il n'y a pas de souci là-dessus. Il me semble qu'il y avait une petite question là que j'ai zappée. Donc Marie me demandait la durée de la formation. Alors la formation en centre, la mienne du moins, parce que j'ai différentes formations, et après c'est à vous de voir la formation qui va correspondre à vos objectifs et à votre vision du métier et de ce que vous voulez faire par la suite. La mienne, elle dure 15 jours en centre de formation dans le Var, donc dans le 83. Ensuite, vous m'accompagnez sur un jour J, donc sur un de mes mariages, vous m'accompagnez si on arrive dans votre logistique et dans la mienne, vous m'accompagnez dans le suivi de la préparation du mariage et vous êtes présent avec moi le jour J pour être mon assistant. Ensuite, il y a le suivi personnalisé, donc vous rentrez dans le groupe fermé de la formation avec tous les autres élèves qui permet de discuter, d'échanger, de se conseiller. Et surtout, vous avez le suivi personnel avec moi. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez des doutes, quand vous avez des questions, quand il y a des craintes, tout ça et tout, je suis là pour vous booster, pour vous coacher et pour vous accompagner jusqu'à ce que vous soyez très fort, très grand et que vous réussissez. Même si moi, des fois, je doute, j'ai peur, mais ça, il ne faut pas le dire. Enfin, on le dit un petit peu quand même, des fois. Moi aussi, des fois, je demande des conseils. Parce qu'on peut toujours apprendre des choses. C'est ce qu'on a fait hier soir avec Alexandre, d'ailleurs. Décidément, je tousse un peu. Donc, il y avait Pauline qui me demandait comment se déroule le métier. Donc, j'ai un petit peu dit au début de la vidéo. Donc, en fait, c'est un métier qui se répartit donc, sur tous les mois de l'année, où on va avoir donc une période qui va être, par exemple, là, moi, je finis ma saison samedi. Donc, dès que ma saison sera finie, en fait, c'est pas les vacances du tout, c'est qu'on attaque sur les autres projets. Donc, généralement, de novembre à mars, on est sur une période où on va faire les rendez-vous clients, où on va faire donc les rendez-vous prospects, les rendez-vous des futurs mariés, on va faire les salons, on va participer à d'autres événements, on va mettre en place d'autres projets de façon à ce que on va travailler sur sa communication et sur son marketing.
Et ensuite, quand il y a la saison qui commence, donc cette année, elle a duré très très longtemps parce qu'elle a commencé pour moi le 2 avril et elle a fini donc le 29 octobre. Donc ça fait 7 mois de saison. Donc on va pendant cette saison-là faire la préparation des mariés, les préparations des mariages en cours, les jours J et évidemment la préparation des mariages qui sont ensuite en amont. Donc la préparation, ça va être les rendez-vous chez les mariés. Donc moi je me déplace chez les mariés, je fais les rendez-vous chez eux quand ils sont pas très loin de chez moi, ou les rendez-vous Skype. C'est pour ça que je devrais être à l'aise avec le Facebook Live parce que j'ai l'habitude des Skype, mais pas du tout, du tout. Donc il y a donc les rendez-vous chez les mariés ou par Skype pour la préparation, les rendez-vous avec les prestataires, donc sur les choix des prestataires, plus après sur la mise en place des prestations qui ont été choisies. Donc voilà, pour ça vous avez établi donc un rétro-planning en début de préparation de chaque mariage qui va vous permettre d'être un cahier des charges que vous allez suivre pendant toutes les préparations, donc que ce soit sur 18 mois, 12 mois ou des fois très court sur 2 mois ou des fois 1 mois. Donc ça, il faut être très sport. Hein. Donc voilà, en fonction du délai que vous avez pour préparer ce mariage-là. Donc évidemment, vous n'avez pas qu'un mariage, vous avez plusieurs mariages à jouer en même temps. Donc pas en même temps sur le jour J, hein, mais sur l'année. Lors d'aujourd'hui, moi, je prépare 30 mariages par an. Donc ça fait maintenant 4 ans que je bloque à 30 contrats dans l'année, de façon à pouvoir jouer sur ça. Donc évidemment, ce ne sont pas 30 contrats en organisation complète. C'est des contrats qui vont regrouper l'organisation complète, la coordination jour J, plus la partie que je fais en plus, qui est la cérémonie laïque. Donc c'est vraiment un travail qui est très complet, parce qu'autant on va avoir cette partie commerciale au début avec la recherche de prestataires, ensuite la partie coaching et l'accompagnement avec les rendez-vous mariés, et après on est très très polyvalent le jour J, parce qu'on est sur une prestation qui va durer entre facilement 15 heures la journée, voire même des fois des heures avant dans la semaine avant, où là on va devoir la logistique, on va autant jongler en plein de rôles, de façon à ce que le mariage soit entièrement parfait, parce que nous sommes le chef d'orchestre de la journée. Donc voilà, donc c'était Pauline au niveau de comment se déroule le métier. Ça, c'est évidemment, je suis sur un Facebook là qui va durer 1 heure, donc si je devais expliquer tout le métier, ça ferait une question entière. Donc voilà, pour un peu décortiquer le métier. Quelle formation Pauline, c'est ta deuxième question. Clairement, je ne peux pas vous dire quelle formation. Moi, ce que je vous conseille, et c'est ce que quand on m'appelle pour une formation, pour mes renseignements, pour ma propre formation, je dis toujours, essayez de trouver de la formation qui correspond à ce que vous voulez, vous, dans votre métier. Il faut que la personne qui va vous former, quand vous visitez son site internet, quand vous visitez sa présentation de formation, ça ressemble, ça se rapproche de votre vision à vous, de ce que vous voulez, vous, dans le futur. Le conseil, par contre, que je donne fortement, et tant pis si je me fais huer, c'est pas très grave, j'ai l'habitude, c'est avoir des formations avec des personnes qui sont encore sur le terrain, des personnes qui travaillent encore, qui font encore des mariages. C'est un milieu qui évolue très très vite. C'est un milieu qui, chaque année, on a des nouvelles choses, des nouvelles tendances, des nouveaux outils qui se mettent en place, des nouvelles demandes, des nouveaux mariés. Donc, on peut pas avoir fait des mariages il y a 5 ans et faire que de la formation. C'est aujourd'hui, je ne faisais que de la formation. Presque, je serais has-been au niveau de mes formations parce que ça ne correspondrait pas au marché actuel. Donc moi, je vous conseille fortement de choisir une formation qui va avec des personnes qui sont encore dans le monde du mariage, qui travaillent encore dans la formation. Et essentiellement des formations où vous allez avoir une double casquette, une formation théorique en centre et une formation forcément sur le terrain. Il en existe plusieurs, vous verrez, selon plusieurs durées, plusieurs philosophies de travail, plusieurs philosophies de formation et selon les régions, tout ça et tous les différents tarifs. Donc vraiment, prenez le temps de décortiquer les formations, de les comparer et de voir un petit peu qu'est-ce qui correspond à vous et dans la formation, dans l'échange que vous avez avec votre formateur, savoir si ça passe bien. Parce que bon, il va falloir après aussi avoir c'est un peu comme avec les mariés, hein, quand ils vont choisir une wedding planner, c'est qu'il faut que vous vous sentez à l'aise avec votre formateur de façon à pouvoir échanger, pouvoir discuter avec lui et pouvoir vraiment répondre à ses questions. Donc pour ça, c'est important. Excusez-moi, décidément, c'est bon un coup. Donc voilà, pour la formation, c'est vraiment ça. Après, il faut savoir qu'il faut aussi essayer de choisir une formation qui va être enregistrée au registre des formations. Donc on appelle ça grossièrement l'agrément, mais en fait, ça n'en est pas un du tout. C'est juste qu'on a fait une démarche en fait pour être reconnu en tant que centre de formation. On est contrôlé au niveau comptabilité et au niveau pédagogique
Donc on a un certain suivi, un certain sérieux à avoir au niveau, certaines règles à avoir au niveau de notre formation, donc ça c'est important, même si c'est pas une formation diplômante, au moins que ce soit une formation où le formateur a fait l'effort d'être contrôlé et que sa formation soit justifiée professionnelle. Et ça permet d'ailleurs aussi, dans ce sens-là, à pouvoir avoir certaines prises en charge, même si c'est très difficile et que c'est un combat assez long, d'avoir une certaine prise en charge selon Pôle emploi, les différents registres selon votre statut à l'heure actuelle. Par contre, par exemple là dans la formation que je fais, qui commence le 21 novembre, c'est une formation qui est fermée aux personnes qui sont du 83. Donc c'est fait un peu exprès, je veux des personnes qui sont hors de mon département, donc c'est pas pour du tout par rapport à la peur de concurrence, absolument pas, c'est pour permettre à mes élèves qui se sont formés en mars et en décembre de l'année dernière, d'avoir le temps de s'installer, d'avoir le temps de créer leur agence, de façon à ce qu'ils n'aient pas une concurrence qui arrive très vite sur le marché, une nouvelle concurrence qui arrive très vite sur le marché, avec les mêmes outils qu'eux, parce qu'ils ont fait la même formation. Donc je leur permets d'avoir un petit temps d'adaptation au niveau de ça. Alors souvent, on va me dire que, on va me dire oui, mais ça fait loin, j'habite en Bretagne, je viens faire de la formation dans le Var. Clairement, si vous avez peur de vous déplacer avec ce métier-là, on est mal barré. Parce que évidemment, moi, je fais des mariages essentiellement dans la région PACA, mais ça m'arrive très souvent de me déplacer dans toute la France et même plus loin des fois, hors de la métropole. Clairement, il faut pouvoir bouger, surtout quand on débute. Il faut accepter de pouvoir bouger, il faut accepter de ne pas voir sa famille des fois pendant plusieurs jours parce que selon les plannings des mariages, on est très très pris et on n'est pas là. Donc clairement, il faut vraiment avoir l'envie et justement le choix de formation et l'investissement que vous allez y mettre, que ce soit financier ou dans le temps ou dans la durée ou dans la géographie, montrera votre motivation aussi à être chef d'entreprise. Chef d'entreprise, c'est savoir faire des sacrifices, savoir faire de l'investissement dans le temps, se donner à 200% pour elle, pour cette entreprise qui naît. Donc clairement, il faut avoir la motivation et l'envie de se bouger et de ne pas avoir peur de prendre des risques et pas avoir peur d'essayer. C'est ça surtout, essayer en fait. Donc clairement, à l'heure d'aujourd'hui, les formations, encore une fois, prenez le temps de toutes les regarder, de les comparer, enfin pas toutes, mais de les comparer. Mon conseil, c'est vraiment du terrain, des personnes qui sont encore dans le monde du mariage actuellement, des personnes qui ont un numéro enregistré au service des formations, et que vous ayez un bon feeling avec votre formateur. Voilà, ça c'est vraiment les conseils. Après, pas forcément regarder aussi, étudier dans la formation, demander le plan de formation de façon à étudier, de voir si vous avez vraiment différents modules. Donc les modules qui vont être concernant sur le métier lui-même, donc avec les outils comme le planning, le rétro-planning, la scénographie, ces différentes choses, mais qui est aussi des modules qui sont consacrés à la vente, la commercialisation et le marketing, qui sont importants. Ce ne sera pas des modules comme on pourrait voir dans des vrais diplômes, hein, c'est pas ça, mais ça va déjà vous donner des bases de travail de façon à pouvoir vous lancer un petit peu et pouvoir approfondir ensuite par la suite avec votre propre volonté à vous renseigner sur d'autres choses, de vous former de votre côté en plus, donc soit par des formations complémentaires bien tracées sur des sujets qui vont vous paraître un peu difficiles pour vous, soit en lisant directement des livres, en faisant des formations qui existent maintenant plein sur internet. Donc voilà, directement la formation elle-même. Après, dans les personnes qui m'ont posé des questions, je me souviens plus il me semble que c'était Ophélie. Il me semble que c'était Ophélie qui disait qu'elle avait un bac plus 3. Clairement, le bac plus 3, il va vous servir. Lors d'aujourd'hui, pour être chef d'entreprise, c'est quand même plus sympa quand on a une certaine base de travail, quand on a une certaine logistique et une instruction. Voilà, c'est clair et net qu'un chef d'entreprise doit être assez combatif, donc pour ça c'est important. Excusez-moi. Donc c'est assez important déjà à la base d'être diplômé, d'avoir des diplômes à la base, ça marche bien. Maintenant, la formation concrète sur le métier wedding planner est important aussi. Je veux dire, vous avez fait une formation qui va être en fait centrée sur quelque chose qui va être générale sur un métier, sur des capacités, mais vous n'avez pas les outils pour directement être wedding planner. Donc les formations, il y a des formations qui existent, donc la mienne qui est sur 15 jours, qui sont assez intensives, hein, on en prend plein la tête, vous êtes bien fatigué quand vous sortez de là. Vous avez des formations qui vont durer plus longtemps, qui vont être sur 3 mois, 6 mois.
Clairement, voilà, à voir en fonction, vous, de votre logistique, parce qu'il faut prendre aussi le temps d'être formé, donc c'est pas évident. Moi, je préfère faire 15 jours intensifs avec mes élèves et après travailler en suivi par mail, par téléphone, faire des petits Skype, voilà, en fonction d'eux. C'est plus adapté à la vie de tout le monde et pouvoir se lancer assez rapidement. Parce que je pense qu'on veut faire une formation, on n'a pas envie de trop de traîner après derrière à se lancer dans l'aventure. Donc, ensuite, attendez, je remets le truc. Hop, hop, hop. Ah, mais il y a plein de questions. Je n'avais pas vu. Attendez, je reviens. On n'aurait pas fait la formation, on ne serait pas là aujourd'hui, je pense. Merci, Alex. Donc, hop, hop, hop. Sylvie, combien la formation? La mienne, à l'heure d'aujourd'hui, est à 2280 euros. TTC, elle comprend donc les 15 jours en centre de formation, le jour J sur le terrain avec moi, et l'accompagnement, qui, à l'heure d'aujourd'hui, l'accompagnement, je n'ai pas mis de limite dans le temps, parce que certains élèves vont sortir de la formation en l'espace de 2-3 mois, se lancer assez vite et bien carburer. Autant il y en a qui vont mettre plus de temps en fonction, voilà, de leur... Excusez-moi, je suis là. Donc en fonction de pas mal de choses, voilà, ça va mettre du temps. Donc je mets pas de limite au niveau de l'installation et du suivi personnel. Donc voilà, les 2280 euros ont les 3 pôles de formation. Ensuite, qui m'a posé une question? Alex, on ressemble à son formateur, sa formatrice. Ah oui, tu trouves qu'on se ressemble? Moi, Alexandre plus d'ailleurs, avec ses couleurs de cheveux. Justement. Attendez, donc voilà, hop, je remets à jour en bas pour avoir les... Ça marche. Donc, j'avais Aurélie qui me demandait si on peut devenir wedding designer sans être wedding planner, mais carrément, j'avais envie de lui hurler la réponse hier soir quand tu m'as posé la question. Évidemment qu'on peut la poser, qu'on peut le faire, et je l'incite fortement. Wedding planner, c'est un métier à part entière. Wedding designer est un métier en autre chose encore d'un côté. Il faut vraiment pas du tout mélanger les deux métiers. Wedding designer va se concentrer essentiellement sur la décoration, sur la scénographie du mariage, alors que le wedding planner, en soi, dans son métier de base, n'est pas décorateur. Un wedding planner, il s'occupe de la logistique, l'organisation du mariage, mais certainement pas de la décoration. On le fait. Moi, personnellement, je fais la scénographie, mais je ne fais pas de décoration même. Donc, mais par contre, oui, ce sont deux métiers séparés. Par exemple, c'est quelque chose qui fait un peu débat d'ailleurs sur les wedding planners, c'est que moi, personnellement, je suis officiante de cérémonie laïque. C'est deux métiers complètement différents. Il faut vraiment voilà, séparer les deux. Je suis wedding planner parce que c'est mon métier de base, et je suis officiante parce que j'adore ça, je kiffe ça, et voilà, c'est quelque chose qui est pour moi très complémentaire. Alors d'aujourd'hui, je ne pourrais pas choisir entre les deux métiers parce que c'est quand même impossible. Mais d'ailleurs, dans ma formation, il y a un module sur la cérémonie laïque, parce que, encore une fois, je forme des gens qui doivent ressembler un petit peu à moi, donc du coup, ils vont avoir cette partie-là. Mais on va aussi avoir dans la formation un module au téléphone, hein, pour pas qu'on m'appelle, mais ça m'appelle quand même. Décidément. Donc, je disais oui, au niveau de ma formation, donc j'ai des élèves qui vont pas forcément être officiants, mais du coup ils ont une certaine approche déjà de la cérémonie laïque, parce qu'il y a une grosse tendance à l'heure d'aujourd'hui, et ils vont aussi avoir une approche de web designer. Après, à eux, en sortant de la formation, de mettre en place, s'ils veulent être que wedding planner, s'ils veulent wedding planner et officiant, wedding planner et wedding designer, et accentuer ces modules-là et travailler dessus de façon à se perfectionner là-dessus. Mais évidemment, ce sont vraiment deux métiers différents. Il faut vraiment... Alors, c'est quelque chose qui était très difficile au début de quand je me suis lancée en 2009. Pour les mariés, wedding planner, c'était obligatoirement des personnes qui faisaient de la décoration. On était forcément là pour faire l'installation de la salle, tout ça et tout. Alors aujourd'hui, les mariés ont vraiment fait la différence entre les deux métiers. Bon, il y en a encore quand même, je vais pas vous mentir, qui confondent un peu les deux. Mais on arrive vraiment à avoir la différence entre les deux. À vous de savoir si vous voulez rajouter cette corde à cet arc-là, si vous voulez vraiment mettre en place la décoration ou pas. Ça, on le voit justement dans la formation, ça nous permet un petit peu de connaître qui vous êtes et ce que vous aimez. Donc du coup, on va travailler sur ça aussi dans la formation. Mais c'est vraiment deux métiers différents. Il faut vraiment prendre la différence. D'ailleurs, du coup, j'enchaîne comme j'ai parlé de la cérémonie laïque. Laetitia qui me demandait comment convaincre un futur marié à parler à la cérémonie laïque. Alors, je vais juste faire la réponse maintenant, même si c'est pas du tout dans le sujet actuel. Pourquoi tu veux l'obliger? Voilà, clairement, je vais te dire pourquoi tu veux l'obliger.
si c'est la cérémonie laïque, donc petite parenthèse dans la formation wedding planner, la cérémonie laïque, la valeur première de la cérémonie laïque, c'est être la liberté d'être et de faire et d'être comme on veut le jour de son mariage. Évidemment, on adore quand les futurs mariés vont écrire leurs vœux, vont les dire devant tout le monde. Mais si c'est quelque chose qui ne lui correspond pas, si c'est quelque chose qu'il n'aime pas, pourquoi tu veux l'obliger à écrire un texte et le dire devant tout le monde? Non, ton rôle d'officiante ou de wedding planner, ça va être de respecter qui il est en tant que personne et dans son caractère. Donc tu vas lui proposer d'autres alternatives. Tu peux lui proposer soit de ne pas les faire du tout et que ce soit toi qui fais l'échange d'alliance sans l'échange de vœux, soit tu peux lui proposer d'écrire quelque chose qui se le lise en silence l'un en face de l'autre, mais qui ne le dise pas à haute voix. Mais en aucun cas tu dois l'obliger. Tu dois lui expliquer les différentes possibilités, mais surtout pas l'obliger. Mais on en reparlera, Laetitia. Hein. Y avait Camille qui me demandait comment se vendre sans culpabilité. Bon, Camille, il peut l'écrire et qu'elle le lise. Oui, aussi, oui, c'est ce que je disais, ouais, Alex, c'est que il écrit un texte et il se l'échange un peu comme j'ai fait sur le mariage à Laura et à Mike. Donc, donc en fait, ils vont échanger, écrire des vœux avant dans une lettre, se mettre face à face, les échanger, les lire dans leur tête, donc avec une musique sympa derrière. Et du coup, personne d'autre que la mariée lira son texte. Donc voilà, ça peut être fait comme ça. Donc, Camille demandait comment se vendre sans culpabilité. Donc Camille, je pense qu'au bout d'un moment, en fait, il va falloir travailler sur ta culpabilité tout court. Clairement. Alors d'aujourd'hui, on fait un travail, on fait un métier qu'on fait. Voilà, c'est un métier. Si on fait ce métier-là, on le fait parce qu'on aime ça, on aime les gens, on aime les humains, on est passionné par notre métier, mais on fait aussi un métier pour gagner de l'argent. Au bout d'un moment, il faut être honnête, il ne faut pas non plus se casser la face. Donc, est-ce que toi, clairement, mets-toi à la place, est-ce que toi, tu accepterais, je sais pas, on va prendre quelque chose qui n'a rien à voir, est-ce que tu accepterais que ton médecin, ça n'a rien à voir, hein, pas du tout, que ton médecin, tu le vois tous les mois pour qu'il prenne soin de toi, mais qu'il accepte jamais que tu le payes. Au bout d'un moment, tu vas être gêné en fait de plus y aller, parce que tu vas te dire, bah oui, au bout d'un moment, c'est gênant quand même, il veut jamais que je le paye, ça et tout. Donc toi, tu vas préférer avoir un service avec un prix. Ce prix-là, lui, il a fixé en fonction de ses capacités, en fonction de ce qu'il vaut. Si je suis désolée, mais alors d'aujourd'hui, les mariés, et ça je l'ai vu par rapport à, voilà, aujourd'hui j'ai un tarif qui est quand même assez élevé, je vais me retrouver par une concurrence qui va être très très peu chère. Les mariés vont se poser la question, ok d'accord, elle coûte vraiment très très cher. Bon, peut-être que c'est un peu abusé, c'est un peu emprunté dans ses tarifs. Mais par contre, lui, il est très très peu cher. Et pour les mêmes prestations, il n'y a pas un bug. Est-ce que la personne qui est pas chère, est-ce que finalement, est-ce qu'elle est vraiment professionnelle? Est-ce que vraiment elle a donné les mêmes services, les mêmes capacités et le même résultat que la personne qui du coup, je la paye un peu cher, mais à ce prix-là, il va falloir qu'elle justifie son prix. Il va falloir vraiment qu'elle se donne à 200% pour qu'elle ait de la valeur dans l'argent que je lui ai donné. Donc du coup, c'est un peu plus logique de payer quelqu'un avec un prix, évidemment, sans être excessif, hein, il ne faut pas non plus s'emporter, mais un prix qui va être justifié, qui va être dans le marché actuel, plutôt que quelqu'un qui va être très bas. Et du coup, je vais me poser la question, est-ce que cette personne-là est professionnelle? Est-ce que cette personne-là est formée? Est-ce que cette personne-là va pas me la faire à l'envers? Est-ce que cette personne-là va vraiment être disponible? Voilà, alors d'aujourd'hui, tout service a un prix. Et donc à toi de savoir quel prix tu veux. Comme je te dis encore une fois, on a déjà parlé toutes les deux. Alors d'aujourd'hui, est-ce que si le prix que tu as annoncé, tu n'es pas à l'aise avec celui-là, peut-être que sur une première saison, descends-le un petit peu pour être à l'aise avec ton prix et que du coup, quand tu vas devant tes mariés, tu puisses être à l'aise en sortant ton prix. Il faut aussi avoir, c'est ça aussi qui est à voir. C'est important. Donc, on me demandait, alors excuse-moi, je pense que je vais écorcher ton prénom. Cheski, c'est ça? Non, je suis pas sûre du tout. Quelles sont les qualités pour exercer le métier, s'il te plaît? Alors, il y en a plein. Le premier, c'est d'être polyvalent, déjà, premièrement. D'être dynamique, d'aimer s'adapter aux changements quotidiens, avoir de l'empathie. C'est très très important l'empathie parce il faut savoir vraiment qu'on travaille sur un métier où on est dans l'affect. On travaille avec les émotions des gens sur l'un des plus beaux jours de leur vie, donc ils vont se livrer à nous, donc il faut quand même être réceptif aux émotions des gens. Il faut être organisé, la base, quand même. Il faut avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait avoir au moins un minimum de connaissances en comptabilité, en communication, en marketing, mais ça c'est pas grave parce qu'on peut l'avoir en formation aussi, ça on peut se former sur ces choses-là. Comme je dis toujours,
Il va avoir dans les qualités, il va avoir le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir-faire, ça, vous allez pouvoir l'apprendre dans une formation. Pour ça, voilà, donc encore une fois, dans n'importe quelle formation, vous allez pouvoir les avoir dans une formation. Après, le savoir-être, c'est ce que vous êtes vous-même. Donc, c'est pour ça les qualités humaines. Donc, vraiment la disponibilité, l'adaptation, l'empathie, l'écoute. Il faut savoir écouter les autres. Il faut savoir être diplomate parce que, alors il faut être diplomate avec les mariés mais aussi avec les prestataires, hein, ça c'est très très important. Et summum avec les invités, mais ça, ceux qui me connaissent savent que les invités et moi, on est un peu souvent, c'est souvent la bête noire des mariages. Donc, ah, Mélissa, oui, je préfère largement Mélissa en fait, c'est plus simple à dire. Donc voilà. Donc oui, au niveau des qualités, c'est assez grand. Justement, moi, dans ma formation, j'ai un module d'ailleurs que tout le monde connaît, où je vous mets face à vous-même. Et justement, on va travailler sur vos qualités et sur les qualités qui vont être nécessaires par rapport à votre propre cible client. Ça, c'est important, parce que c'est là où je dis qu'il n'y a pas de concurrence dans ce métier-là. C'est qu'on est face à décidément, on est face à une concurrence qui est grande, certes, sur papier, mais par contre, le wedding planner le wedding planner va créer sa propre identité, qui va ressembler à ce qu'il est lui en tant que personne, et forcément va attirer des gens qui vont lui ressembler. Les clients qui vont aller vers moi, par exemple, n'iront pas au hasard, parce qu'Alex était pas là, donc par exemple, n'iront pas forcément vers Alex, parce qu'on n'a pas la même cible, on n'a pas la même façon de travailler, on n'a pas le même caractère. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir aussi de pouvoir savoir quelles sont nos propres qualités, de les mettre en avant, de s'en servir, d'en faire une force. Comme d'ailleurs nos défauts. On va travailler dans la formation de façon à ce que vos défauts deviennent une force pour vous et une force ajoutée pour vos clients. Donc c'est pour ça que voilà, la formation a cette partie-là aussi où je vais travailler une journée où on va travailler un petit peu sur le côté un peu psychologique de vous-même pour travailler, savoir qui vous êtes et pour être fort par rapport à vos clients. Gwen, attends 2 secondes, je relis ta question. Au contraire de Camille, je voudrais savoir comment aborder la question du prix de la presta du wedding quand le budget du mariage est très important, ainsi que la logistique. Alors attends, si j'essaye de comprendre ce que tu viens de me dire. Ah salut Milly, t'es vivante? J'aimerais bien que tu répondes à mes messages privés, c'est aparté. Donc Gwen, tu disais par rapport à un budget qui est important, c'est-à-dire que si tu as un budget qui est supérieur, par exemple, moi par exemple, si je travaille au forfait, à l'heure d'aujourd'hui, pour un mariage standard, on va dire, d'une moyenne gamme, j'ai un tarif. Au-dessus, moi personnellement, au-dessus de 50 000 euros de budget, je passe à la commission. C'est-à-dire que oui, je bosse en même temps. Ok. Donc en fait, s'il y a un budget supérieur à 50 000 euros, si les mariés sur mon premier rendez-vous découverte, ils me disent qu'ils ont 50 000 euros de budget, dans ces cas-là, je ne suis plus à mon forfait, je passe au pourcentage. C'est-à-dire dans ces cas-là, je vais leur expliquer, voilà, vous avez un budget de 50 000 euros, qui est quand même un budget assez conséquent pour un mariage lors d'aujourd'hui, enfin, par rapport à ma cible à moi, encore une fois, je parle par rapport à mes clients. Donc on va travailler au forfait, donc je leur demande 10% de la prestation. Voilà, donc dans leur budget global. Donc comment leur aborder le sujet? Encore une fois, quand tu fais ton rendez-vous découverte, quand tu les as écoutés pendant 3/4 d'heure, que tu as présenté ton travail pendant 15 minutes. Hello Midi. Quand tu as expliqué ton travail pendant 15 minutes, 20 minutes, le prix après va découler forcément de suite. C'est un peu voilà, dans la logistique du truc. Donc c'est assez simple. Est-ce que c'est ça la question, Gwen, ou pas? Attendez. On va voir si elle me répond. Donc je reprends. Est-ce que j'ai raté des questions là-dedans? Alors. Hop. Oui, parce qu'en fait, c'est pratique, mais du téléphone, on voit pas tout quoi. Hop. Ça c'est bon. Hop. Oui, c'était ça. 50 000 euros, mais oui, c'est énorme. Oui, je te confirme, c'est énorme. Après, c'est pour ça aussi que au niveau de la clientèle, quand vous allez créer en fait, quand en formation, hello Chaboum. Donc, quand vous allez créer, en fait, on va dans la formation, on va dans le module savoir me vendre et ma cible client. On va créer votre profil type, savoir travailler sur quel client vous voulez vous apporter. Donc forcément, 50 000 euros, on commence à être dans des budgets qui sont assez conséquents. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, je parle pour chez moi dans le Var. Dans le Var, on est sur... excusez-moi.
on est sur des tarifs mariage où pour 100 personnes, on est entre 15 et 25 000 euros large au niveau des budgets mariage. On est plus souvent, voilà, si on veut réduire un peu, on est plus sur des mariages de 100 personnes qui vont être entre 18 000 et 20 000 euros. Après, je parle évidemment pour le Var, pour le 83, selon les régions. C'est à vous aussi de travailler sur ça et de voir un petit peu quelles sont la cible client et le budget qu'ils vont consacrer au mariage. Mais clairement, par exemple, quand je vois on va prendre l'exemple type de l'émission qu'on déteste certainement tous, le 4 mariages pour une lune de miel, quand on voit les budgets qui vont sortir sur le nombre de personnes, clairement, je sais pas comment ils font, je sais pas. Alors d'aujourd'hui, il y a quand même des prestations qui sont chères, qui coûtent, voilà, qui sont quand même fixes. Évidemment, par exemple, la question qui pourrait découler d'ailleurs de suite derrière, c'est est-ce que avoir un wedding planner, c'est forcément avoir un des gros budgets? Non, clairement non. Moi, ce que j'ai remarqué sur l'année 2016 et sur l'année 2017, c'est qu'on est sur des... excusez-moi. On est sur des prestations qui vont être plus sur des petits mariages de moins de 50 personnes et qui vont être sur des prestations qui vont être entre 15 et 20 000 euros au niveau des budgets. Donc 50 000 euros, ça m'arrive. Hein, je vais pas vous mentir, ça arrive. Voilà, c'est pas ma cible prioritaire, c'est pas ce que je préfère. Mais ça m'arrive forcément d'avoir des budgets de 50 000 euros pour une centaine de personnes. C'est des budgets qui sont confortables et là, forcément, on peut s'amuser forcément. Voilà, au niveau des prestations, c'est assez sympa. Mais oui, c'est pas mal quand même. Mais on a plus, hein. Il faut savoir, Mélissa, qu'on a des budgets aussi, des fois, ça peut aller jusqu'à 70 000 et 100 000 euros. Hein. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, il vaut mieux être au forfait. Parce que si vous... au forfait, n'importe quoi, au pourcentage, parce que si on est au forfait, forcément, voilà, c'est un peu plus compliqué. Alors, désolée, je viens d'arriver, donc tu as peut-être déjà répondu à cette question, mais quel a été ton parcours pro pour devenir wedding? Tu étais dans la com events. Ouais, alors, j'ai fait tout au début de la vidéo, ouais, j'ai fait une petite présentation. Donc en fait, je disais que moi j'ai un BTS communication des entreprises que j'ai fait par correspondance. J'étais pas du tout destinée à faire du mariage, hein, c'est pas du tout, j'ai jamais rêvé d'être une princesse et j'ai jamais rêvé de, voilà, je suis pas très romantique et je suis pas trop ça quoi. Chose qu'il en est, c'est que je me suis retrouvée à postuler dans une agence de com et qui était spécialisée dans le mariage. Donc en fait, voilà, je me suis plongée dans le mariage à la base en tant qu'assistante de com dans une agence. Qui donc faisait le lien, proposait des services de communication adaptés au monde du mariage pour les prestataires de mariage, de façon à trouver des clients. Donc en fait, je me suis retrouvée en relation, c'est moi qui faisais enfin, le lien entre les prestataires et les mariés. Et chose qu'il en est, c'est que j'ai kiffé ça. J'ai vraiment beaucoup aimé la relation, j'ai beaucoup aimé le monde, mais j'étais un peu frustrée de pas avoir les jours J parce que je faisais que la partie commerciale, donc il n'y avait pas de jour J. Et de là, j'ai eu la chance de pouvoir me lancer, d'avoir l'appui et l'encouragement de mon chéri, qui est à l'époque, et qui est devenu mon mari. Et donc, excusez-moi, et donc forcément de me lancer là-dedans. Donc j'ai eu la chance de suite derrière en fait quand je me suis lancée. J'ai appris en même temps que j'étais enceinte de mon troisième, donc ça a été un peu compliqué sur le coup. Et j'ai saisi l'occasion de pouvoir en fait être organisatrice d'un salon du mariage qui se faisait à la Seine à l'époque. Et de là, ça m'a permis vraiment de décoller assez vite parce que j'ai pu faire très facilement un carnet d'adresses et avoir mes premiers mariages. Donc sur la première saison, j'étais enceinte, j'ai accouché au mois d'août, hein, donc en pleine saison. J'ai fait 5 mariages. La deuxième année, j'en ai fait 10. La troisième année, j'en ai fait 15. Et ensuite, après, c'est monté à 25. Et maintenant, comme je le disais tout à l'heure, je me bloque à 30 mariages, à 30 mariages par saison, de façon à pouvoir essayer un petit peu de gérer tout ça. Donc oui, j'ai une formation de communication à la base, mais j'ai travaillé dans cette agence de com, j'ai travaillé même pas un an, donc je ne fais pas vraiment partie du monde de la communication à la base, hein. C'est vraiment le métier qui s'est imposé à moi et qui est devenu comme ça. Et je crois que maintenant je pourrais pas faire autre chose en fait, ce serait compliqué. Je sais pas d'ailleurs si je sais faire autre chose aussi, hein, on peut aparter entre nous. Donc forcément voilà. Alors, la saison, c'est de quand à quand pour vous? Alors, pour moi, en moyenne, c'est de avril à octobre. Bonjour Delphine.
C'est de avril à octobre. Alors, si les saisons, elles se ressemblent pas du tout l'une à l'autre. Donc, il y a des fois où on va commencer vraiment la formation vraiment, là c'est n'importe quoi, la saison vraiment dure, ça va être de mi-mai à mi-septembre, où vraiment là on a la grosse partie des mariages, essentiellement. Et après, voilà, ça va s'étaler. On est dans le sud, donc on a la chance d'avoir du beau temps beaucoup plus longtemps que d'autres régions, hein. Donc on est de avril à octobre. Mais après, vraiment, le gros nombre de mariages va être sur juillet. Alors cette année, en août, moi personnellement, j'ai pas eu beaucoup de mariages. Mais j'ai eu, oui, essentiellement du juin, juillet, août, normalement, où c'est vraiment très, très centré. On a vraiment une grosse période de mariage où ça s'arrête pas du tout. Cette année, pour vous dire, de mi-juin à mi-juillet, j'ai eu 11 mariages. Donc c'est assez complet. On n'a pas beaucoup dormi. Voilà. Donc ensuite, par contre, voilà, comme je vous disais tout à l'heure aussi, c'est on est sur une période où on va vraiment faire les mariages, mais le reste de l'année, il n'y a pas de saison creuse à l'heure d'aujourd'hui, hein. Clairement, il n'y en a plus, parce que si vous voulez être rentable sur toute l'année et pouvoir vivre de votre métier, même s'il va falloir un petit peu de temps, c'était sport, ouais, c'était très sport, Alex. Clairement. Euh, oui, si vous voulez être rentable sur toute l'année, bon déjà il faut avoir un temps de roulement parce qu'il faut le temps que votre première saison vous permet d'avoir voilà, un certain investissement de base. Vous allez ensuite, au fur et à mesure, sur les saisons qui vont passer, en fait, vivre, vous allez avoir de plus en plus de contrats, vous allez vivre pendant la saison creuse grâce à vos acomptes de l'année d'après. Donc il faut avoir un temps de roulement, le temps que forcément voilà, toute la machine se met en route. Mais sur la période qui est creuse, encore une fois, c'est un autre rythme, mais on travaille. Faut pas croire que c'est les vacances du tout, hein. À l'heure d'aujourd'hui, je vous dis, moi je finis ma saison le 29 octobre. Clairement, le reste de l'année, vous faites quoi lors des saisons? Oui, et c'est tout ce que j'aurais à dire, Pauline. Donc voilà, le reste de l'année, par exemple, donc je finis ma saison là le 29 octobre. Pour vous dire, bon après moi j'ai beaucoup d'événements, hein. J'enchaîne derrière le 20 novembre, donc déjà, elle part en voyage, ouais, j'allais le dire, merci Emeline, j'allais le dire. Mais là, sur le coup, le voyage, il est professionnel. Donc, la semaine prochaine, je pars à Marrakech avec 6 de mes mariés de l'année. On va faire un trash collectif. Donc, des photos avec la robe de mariée à Marrakech. Quand je rentre après, l'organisation du mariage du salon Noces Secrètes, donc il y a un salon privé que j'organise en mon nom, qui se dure depuis, ça fait maintenant la 5e fois qu'il y est. Derrière, j'enchaîne sur la formation, donc sur les 15 jours de formation. Le mois de décembre est un peu plus cool et souvent avec les mariés, c'est un peu plus calme parce qu'ils sont concentrés sur sur Noël. Donc du coup, on a un peu moins de rendez-vous. On a un petit peu moins de rendez-vous à cette période-là de décembre. Ensuite, sur le mois de janvier, j'organise le bal des mariés, la deuxième session de formation. Et voilà, donc en fait, il n'y a pas vraiment de saison creuse à l'heure d'aujourd'hui, pour moi du moins. Mais même si vous n'avez pas tous ces événements-là, comment les aborder? J'arrive, Delphine. Donc clairement, on n'a pas vraiment de saison creuse parce que vous allez avoir tous vos rendez-vous clients, vous avez la recherche de prestataires, la recherche de mariés, les rendez-vous qui sont en cours. Donc c'est un autre rythme. Vous avez vos week-ends qui sont plus disponibles parce que vous n'allez pas rentrer à 3h du matin le samedi soir. Mais par contre, vous allez avoir sûrement des samedis qui vont être remplis de rendez-vous. Ça, c'est un autre rythme de travail. Mais on n'a pas vraiment de saison creuse. Alors Delphine, comment faire pour démarcher les prestataires? Comment les aborder? Et quoi leur dire pour commencer son étude de marché? Alors, déjà, je suis sûre que là, il y a la réponse de tous mes élèves qui sont par là, qui savent déjà ma réponse. Clairement, le conseil que je donne en premier lieu, c'est de ne pas aller démarcher vos prestataires. Ouais, voilà, je suis wedding planner, je viens d'arriver sur le marché, je vais être la meilleure, je suis trop forte, grâce à moi, tu vas avoir des clients. Donc forcément, non, ça on oublie, c'est clair, ça marchera pas. Recherchez vos prestataires, oui, vous allez vous faire connaître, vous allez faire une page Facebook, vous allez mettre en place un site internet, vous allez participer à ces salons du mariage si vous avez le budget pour participer à des salons du mariage, vous allez participer à des événements professionnels, le but c'est d'être vu et d'être revu, hein, qu'on parle de vous. Clairement, ça c'est important. Hello, hello. Donc, donc forcément, le prestataire, ouais, c'est ça, voilà, Delphine.
Donc, mais il y en a qui le font, c'est pour ça que je le dis, Delphine, c'est parce qu'il y en a qui ont cette démarche-là d'arriver en disant c'est bon, je suis trop fort. Et ah oui, et des fois, il y a des wedding planners qui vont arriver chez les prestataires en disant je vais vous amener des mariages, quel pourcentage vous me faites, quelle commission vous me faites. Ça, vous oubliez carrément parce que vous allez vous faire huer par les prestataires, ils vont pas du tout aimer. Le prestataire, il va s'intéresser à vous uniquement quand il va vraiment s'intéresser à vous uniquement le moment où vous allez lui apporter un contrat. Quand vous allez avoir vos clients en face de vous, vous allez leur dire voilà, je te contacte, j'ai des clients pour toi. Là, il va vous intéresser à vous. Avant, il va pas s'intéresser à vous, clairement, il n'a pas envie. Il y a trop de wedding planners alors d'aujourd'hui qui vont se lancer 6 mois, qui vont abandonner. Trop de gens de wedding planners qui nous ont donné une mauvaise image au niveau des prestataires et qui on n'est pas très très aimé non plus, hein, pas tout le monde du moins. Il y a beaucoup de prestataires qui ont eu des mauvaises expériences avec les wedding planners. Donc du coup, il faut y arriver à doucement. Donc pour ça, vous allez organiser des événements, vous allez vous faire connaître, vous allez être vu, vous allez prouver d'être professionnel. Donc vous avez votre démarche, vous allez pouvoir contacter les prestataires quand même, parce qu'il vous faut quand même un carnet d'adresse, mais pas dans une démarche, qu'est-ce que tu me donnes? Moi, voilà, je m'installe, je suis nouvelle, je cherche des mariés, donc je voudrais le jour où j'ai des mariés, leur apporter des réponses. Donc est-ce que vous pouvez m'envoyer votre plaquette de prix, m'envoyer vos conditions de travail, voilà, donc si c'est une salle de réception, m'envoyer des photos de votre lieu. N'hésitez pas à aller les visiter, quoi que ce soit, là, ce genre de choses, mais dans une démarche d'échange, de découverte, et pas dans une démarche où je suis gagnante et je vais être la meilleure et je vais tout apprendre dans la vie. Donc ça, clairement, le prestataire, il va pas aimer. C'est important. Donc vraiment les aborder avec professionnalisme, dans un langage professionnel, dans une démarche d'échange, d'écoute et de découvrir leur travail. Voilà, c'est à ce moment-là que vous arriverez à voir. Et vous pouvez aussi, par exemple, quand vous allez vous lancer en premier lieu, vous allez pouvoir avoir aussi, par exemple, créer un shooting d'inspiration pour avoir des images pour votre site internet. À ce moment-là, vous allez pouvoir donc, du coup, du coup aussi, vous créer un petit réseau. Le partenariat est très important pour se faire connaître, donc choisir des prestataires qui sont importants, qui ont une certaine, qui ont déjà une certaine valeur ajoutée dans le marché, qui vont au niveau de la communication, vont pouvoir avoir un échange et pouvoir vous apporter du visuel et de la reconnaissance au niveau des pairs. Ça c'est important. Je crois que j'ai raté une question, 2 minutes. Vanessa me demandait donc si oui, je suis formatrice. Je suis dans le Var. Comment faire pour pouvoir la faire? Alors moi je suis dans le Var et comme j'expliquais au début de la vidéo, ce métier-là, il faut quand même pouvoir bouger, il faut quand même pouvoir accepter d'avoir du temps consacré essentiellement à son entreprise. Donc la formation se fait que sur le 83. La prochaine session est du 21 novembre au 2 décembre, donc sur Sifour. Clairement, si on veut faire la formation, il ne faut pas avoir peur de la distance parce que quand vous allez vous lancer dans votre agence, la distance, vous allez faire des mariages qui ne seront pas forcément à côté de chez vous, qui seront des fois un petit peu loin, surtout au début. Et du coup, ça montrera un petit peu votre investissement aussi à lancer le projet. Même si c'est une organisation assez compliquée quand on a une famille, quand on a des amis, n'importe quoi. Les amis, ça, on les oublie dans le métier après. Non, je disais quand on a de la famille, quand on a un chéri, quand on a un boulot, je disais que c'est pas facile de prendre 15 jours pour se faire former. Après, encore une fois, chez l'entreprise, c'est savoir mettre ses priorités là où il faut. Donc voilà. Moi, je vous dis, il reste encore 2 places pour la formation de novembre. Qui sont réservées essentiellement, prioritairement d'ailleurs, exclusivement aux personnes qui ne sont pas du 83. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des petites questions? Il reste 10 minutes. Moi j'ai fini ma petite liste. Je revois s'il y a des petits trucs. Ah oui, Pauline, j'ai les recherches des mariés des prestataires. Exact, j'ai oublié. Donc les prestataires, je les ai un peu abordés. Ah non, non, souvent les prestataires, les gens autour de nous ne connaissent pas du tout notre rythme de travail, c'est un peu du mal. Alors, donc les recherches des mariés, c'est essentiellement un plan de communication qu'il faut mettre en place en fonction de votre cible. Donc pour ça, essentiellement, il faut avoir un site internet, il faut être sur les réseaux sociaux, il faut, voilà, un petit peu pareil que sur les prestataires. Et c'est un long travail, ça met beaucoup de temps. On travaille souvent au début sans forcément avoir un résultat efficace. Il faut pas se décourager. Il faut toujours se battre. Parce qu'en plus c'est un métier où en fait une année on peut avoir beaucoup de mariages et si on relâche la patte après on n'en a plus, donc il faut vraiment tout le temps être dans l'action pour pouvoir vraiment essayer de toujours avoir d'être toujours vu et de toujours réussir à récolter les mariés qu'on veut.
Donc pour ça, essentiellement le site internet, priorité au site internet. C'est vraiment ça, il faut vraiment y travailler, vraiment travailler sur la cible qu'on veut et communiquer comme elle. Donc ça, encore une fois, dans la formation, on le met en place. Et les réseaux sociaux, il faut avoir une com. Alors, les réseaux sociaux, c'est pas Facebook pour raconter sa vie, hein, c'est réseaux sociaux pour faire de la communication. Hein. Donc pour ça, dans la formation, il y a un module justement sur le marketing et sur la communication online qui est assez important à faire. Alors, qu'est-ce que me disait Oui, je sais Delphine, quand on a des petits bouts, c'est un peu compliqué. Après, voilà, c'est vrai quand on a des tout petits, on a toujours un peu du mal à faire. Après, moi, je dis encore une fois, dans mon parcours, si vous regardez la vidéo après, dans mon parcours, moi, je me suis lancée, j'étais enceinte, et donc j'ai fait mes premiers mariages au bord de l'implosion, et ma deuxième saison avec un bébé en bas âge, et j'ai organisé un salon avec un bébé dans une écharpe qui était allaité. Hein, donc, en soi, c'est une gestion, c'est une organisation, c'est un peu compliqué, mais c'est pas impossible. C'est compliqué, j'avoue. J'espère, on dort pas beaucoup. Alors, coucou Julie. Donc, moi j'ai peur de prendre 15 jours, j'ai peur de tout quitter, me lancer. Pourquoi tout quitter, Sophie? Pourquoi tout quitter, clairement Donc, les 15 jours vous faites vos 15 jours de formation à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, vous prenez soit des congés, des congés, soit vous arrangez avec votre employeur, ça c'est une chose. Mais quand vous rentrez, quand vous créez votre agence, vous n'êtes pas obligé de tout quitter d'un coup. Je veux dire, il y a beaucoup de mes élèves qui, à l'heure d'aujourd'hui, se sont lancés en gardant leur travail à côté. C'est compliqué, ça prend du temps. Certes, c'est une organisation au niveau du planning familial et de la maison. Et voilà, il faut accepter de beaucoup bosser. Mais en soi, on peut très bien commencer en étant employé, avoir un métier à côté, lancer son agence. Et au fur et à mesure que l'agence fonctionne et fonctionne bien, dans ces cas-là, réduire le temps de travail à côté avec un arrangement avec son patron, voire l'arrêter si ça marche très très bien et fonctionne. Mais en soi, il ne faut pas avoir peur. Enfin, il faut pas tout lâcher non plus. Alors d'aujourd'hui, on est dans une conjoncture qui est un peu compliquée. On est dans c'est assez complexe. On peut pas tout lâcher quand on a une famille, quand on a des enfants. On peut pas. Donc, je comprends tout à fait car d'aujourd'hui, on ne peut pas se retrouver sur un an sans salaire ou quoi que ce soit. C'est évident. Donc si c'est en fonction d'eux, c'est assez important d'eux. Alors, tout à fait, Emeline. Après, pour avoir une formation wedding planner prise en place par le FONGECIF, il faut être un guerrier, hein, parce qu'ils sont très compliqués. Alors, j'ai répondu à la question car je suis sur la ligne d'après, mais comment se passe le déroulement d'une wedding planner avec un couple de mariés? Alors, je vais essayer de faire court, c'est compliqué. Emeline, tu veux pas répondre à la question, vu que tu es mariée à moi, comment ça se passe avec la wedding planner? Donc, en fait, on a un premier rendez-vous, donc le rendez-vous découverte, qui peut prendre entre 1 heure et 2 heures, de temps en fonction du temps de parole des mariés, si on a une mariée qui parle beaucoup ou pas. Oh, ça va, ne me fais pas des gros yeux, Emeline. Donc du coup, on est sur un temps, un premier rendez-vous. Ils vont vous expliquer, on va créer le mariage idéal dans leur fonction, dans ce qu'ils veulent, sans parler forcément du budget, mais vraiment dans tous leurs souhaits. Une fois qu'on a fait ce rendez-vous découverte, on va expliquer, nous, quand on les a écoutés, on va expliquer en fait notre travail à nous et comment qu'est-ce qu'on va leur apporter. On mange et on boit, ouais, c'est vrai aussi, en rendez-vous. Merci pour la réputation, Émile. Donc du coup, on a donc, excusez-moi les filles, vous me faites perdre le fil. Donc le rendez-vous découverte, on fait le mariage idéal des mariés, on explique son travail. Si le mariage est à nous, que les mariés nous rappellent en nous disant c'est bon, c'est vous notre wedding planner, de là on va faire un rétro-planning personnalisé en fonction du temps, donc de la signature du contrat à la date du mariage. On fait un rétro-planning pour décortiquer en fait toutes les missions et tout ce qu'il va falloir mettre en place, tous les rendez-vous, tous les recherches des prestataires, donc tout va être décortiqué. D'ailleurs, le rétro-planning est quelque chose qu'on fait en formation pour savoir comment il se construit, pour pas avoir un rétro-planning qu'on trouve sur internet, mais un rétro-planning de professionnel. Donc ensuite, une fois qu'on a ce rétro-planning là, on va commencer donc par les recherches de prestataires, qui sont les lieux, le traiteur, le DJ, le photographe, voilà, donc tous ces rendez-vous là qui vont être faits. Moi, j'accompagne mes mariés pendant les rendez-vous, sauf quand ils ont des contraintes horaires qui sont un peu compliquées et que moi je suis encore en saison, on essaye de goupiller le truc. Mais la plupart du temps, je suis là présente au rendez-vous avec eux sur les prestataires. Ils sont là, ils vous ont choisi aussi pour les conseiller sur les prestataires, donc du coup, je trouve ça important de les accompagner et d'apporter vos conseils aussi pendant ces rendez-vous-là. Et ensuite, une fois qu'on a fait tous les merci Julie, oui, c'est vrai que j'ai toujours respecté, sauf par les mariés des fois, hein.
Donc une fois qu'on a fait toute notre recherche de prestataires, qu'on a booké tout le monde, ensuite on a les rendez-vous mensuels donc qui vont être mis en place. Donc moi je fais un rendez-vous par mois avec les mariés chez eux ou par Skype pendant jusqu'au mois avant le mariage, parce que le mois avant le mariage généralement je fais un rendez-vous, j'en fais 2 dans le mois pour un peu décompresser la mariée, ça, souvent. Donc pendant ces rendez-vous, on va évoquer différentes parties du mariage, donc soit la logistique, soit le planning jour J, soit la scénographie, soit les cérémonies, soit des fois c'est juste du coaching aussi, d'accompagnement, parce qu'on a aussi, on a travaillé avec l'affect, donc on est aussi sur un travail où on va prendre beaucoup de temps des fois à discuter avec eux pour gérer le stress et la pression qui est due soit au mariage lui-même, soit à l'entourage, donc il y a aussi ça. Donc on prend le temps de ça et après donc on fait le planning jour J. D'ailleurs vous avez un article qui est sorti aujourd'hui sur le blog de Manuela sur la coordination jour J qui vous explique un peu ce que c'est. Et donc après donc on a la présence le jour J du mariage où on est présent. Moi personnellement je suis présente de la préparation de la mariée jusqu'à après le gâteau pour gérer tous les imprévus, les prestataires, les mariés, les invités pour être présents et faire en sorte que les mariés puissent profiter de leur journée. Donc ça fait beaucoup de travail. Voilà. Alors attendez, je crois que j'ai raté une question pareil. Faut-il dès le début avoir un statut auto-entrepreneur? J'ai loupé le début du direct, désolé, mais je reprends au cas ce soir. Oui, ok Sophie. Alors, clairement il faut être déclaré. En fait, vous pouvez avoir n'importe quel statut. Le plus simple étant d'être auto-entrepreneur parce que c'est celui qui vous permet d'avoir un travail à côté et celui qui vous permet de ne pas avoir de charges trop importantes pour vous lancer et pour tester votre activité. Maintenant, je vous souhaite très vite de ne plus l'être auto-entrepreneur, de réussir votre agence et du coup de passer à un autre statut. Mais clairement, il faut être enregistré, avoir un numéro SIRET. À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas se lancer en tant que wedding planner en étant au black, clairement, en disant les mots qui sont corrects. Vous aurez déjà au niveau des assurances, c'est impossible. Donc vous allez prendre le risque de prendre en charge un mariage et de pas être assuré. Et vous pouvez pas, c'est impossible, c'est trop dangereux. Non, je refuse. Il faut un numéro SIRET. Clairement, il faut un numéro SIRET pour se lancer en tant que wedding planner. Voilà, avez-vous des questions? Il reste 3 minutes si je veux respecter les délais. Donc là, je crois avoir répondu à tout le monde. C'est assez rigolo quand même, le FaceTime. Facebook Live, c'est assez particulier de parler à soi-même. Alors. Donc, pour vous dire, Alors, nous sommes déjà entrepreneurs dans un autre domaine. Oui, mais c'est pas gênant que vous soyez vous êtes marié, vous êtes auto-entreprise dans quel domaine? Après, ça dépend si c'est une activité qui est complémentaire ou ça peut être rajouté aussi. Vous pouvez rajouter une corde à votre arc. Je fais ma honte, mais j'ai pas compris une question. T'as pas compris quelle question, Pauline? Comment faites-vous pour vous payer? Ah, en fait, je suis au forfait. C'est-à-dire qu'en fait, je prends l'organisation complète d'un mariage. Les mariés, donc quand je fais mon rendez-vous, j'ai des formules, vous allez voir sur mon site internet. Sur mon site internet directement dans les tarifs dans les prestations, vous allez avoir. Ah oui, des diététiciennes et des wedding planners, c'est pas trop pareil. À voir si, demander si c'est possible d'être complémentaire. Je ne sais pas du tout au niveau de ça. Par contre, si on peut avoir différentes entreprises, ça, je verrai pas, je vais pas dire de bêtises, donc je vais pas, voilà. Donc Pauline, comment on fait pour être payé? Alors, donc en fait, donc vous allez avoir sur mon site internet au niveau des prestations, vous allez avoir les tarifs pour une cérémonie laïque, les tarifs pour une coordination jour J. Il n'y a que mon tarif d'organisation complète qui n'est pas noté directement sur mon site internet parce que je considère aujourd'hui qu'on a besoin d'expliquer aux mariés vraiment l'ensemble de notre travail pour justifier le prix qu'on va se vendre. Donc clairement... c'est plus simple, voilà, en rendez-vous. Donc en fait, moi, je vais me payer directement avec le forfait. C'est-à-dire que, par exemple, je prends la coordination jour J, qui est assez simple. Mon tarif annoncé sur le site internet, alors je ne connais jamais mes tarifs, désolée. Il me semble que c'est 1450 € pour une coordination jour J. Ça, c'est ce que je vais gagner. Ce que je vais gagner en chiffre d'affaires, pas en bénéfice. Attention, n'oublions pas que nous sommes chez l'entreprise, donc nous avons des charges. Mais clairement, je vais être payée par les mariés directement. Ils vont savoir dès le premier rendez-vous le coût que je vais leur revenir. Et du coup, à partir de ce moment-là, ils savent ce que je vais gagner sur leur mariage. Donc du coup, j'avais deux questions.
Sacré mine. Donc, est-ce que c'est un peu plus clair pour toi, Pauline, là, du coup? Alors, non Delphine, pas de souci, le prix de la formation, je l'ai déjà donné, je l'assume entièrement, il est écrit sur le site internet, il faut savoir que je suis tout à fait transparente sur les tarifs que je pratique autant dans le mariage que dans la formation, il n'y a aucun souci. Donc la formation, à l'heure d'aujourd'hui, elle est à 2280 € TTC, elle comprend les 15 jours de formation au centre, le suivi sur un mariage à moi, c'est-à-dire que vous m'accompagnez sur un vrai mariage j'organise, et le suivi personnalisé le temps de votre création d'agence. Donc je vous accompagne par mail, on fait des rendez-vous, on fait des rendez-vous par Skype, quoi que ce soit, enfin, en fonction de, voilà, de disponibilité. Et je vous aide personnellement sur vos doutes, sur vos questions, sur les peurs que vous avez, sur les craintes, voilà, sur les conseils que je peux vous aider pour vous lancer et pour réussir. Voilà. Hop, 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 je redescends. Alors, les 1400 €, est-ce que c'est hors de leur budget? On essaye de rentrer dans le budget des mariés, clairement. Alors, parce que 1400 €, c'est la coordination aujourd'hui, donc c'est mon tarif qui va être le moins élevé. Alors, pour 2017, pour les mariages en organisation complète en 2017, je suis n'importe quoi, je vais dire, à 3250 € TTC, donc ça c'est ce que je vais gagner. Clairement, moi, comme j'explique aux mariés, en fait, sur 3250 €, il faut, alors, rentrer dans le budget, c'est compliqué en fonction du budget qu'ils ont. Mais clairement, l'idée, c'est que vous, en tant que wedding planner, attention, pour moi, on n'est pas là pour absolument leur faire gagner des réductions sur les prestataires qu'ils vont choisir. Par contre, grâce à nous, par rapport à notre professionnalisme et par rapport à notre savoir-faire, à notre expertise et notre carnet d'adresse, ils vont avoir des avantages et gagner du temps, gagner de l'argent forcément. Donc l'idée, c'est qu'à la fin, quand ils font le comptabilité de leur mariage, on ne leur ait pas coûté le prix réel. On leur a fait gagner des choses, on leur a fait gagner des avantages. Donc oui, le mieux, c'est de rentrer dans le budget des mariés. Après, vous verrez que le budget des mariés, c'est rarement respecté. Ils font souvent des petits soucis à la fin. Il y en a quelques-unes par ici d'ailleurs qui diront pas le contraire. Donc voilà. Donc oui, on essaye de rentrer dans le budget, mais c'est pas forcément évident tout le temps de le respecter. Parce que souvent, en fait, la mariée, quand elle arrive à la fin des préparatifs, elle s'emporte un petit peu et a envie plein de choses, plein de folies, et du coup, le budget est explosé. Mais c'est à nous, c'est notre rôle de leur dire non aussi, hein, des fois. Voilà, avez-vous encore quelques petites questions? Parce qu'on est à 16h02, donc le live va être fini. Et je vais continuer à travailler. Peut-on bénéficier d'une aide financière de Pôle emploi pour monter la prestation? Oui, tout à fait. Donc, Pôle emploi prend en charge les formations. C'est assez simple à avoir. C'est assez simple à avoir, il faut juste avoir un bon conseiller qui vous suit dans votre projet. Donc en premier lieu, c'est de faire un rendez-vous avec votre conseiller, vous allez leur exposer votre projet professionnel. De là, en fait, moi, vous allez me demander un devis personnalisé et le plan de formation que vous devez fournir à votre conseiller. Et de là, en fait, votre conseiller va valider ou pas la formation. Oui, pas tous, c'est pour ça que je sais bien, Alex. Donc du coup, une fois qu'ils vont valider la formation, on a un formulaire à remplir qui est renvoyé à nous trois, donc à vous, à Pôle emploi et à moi. Et à partir de là, en fait, c'est Pôle emploi qui me règle directement la formation une fois qu'elle a été faite. Donc, alors comme dit Alex, pas tous les Pôle emploi. Clairement, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment que votre conseiller croit en votre projet, que vous montrez que vous êtes super motivé et que vous avez vraiment envie de la faire. Mais encore sur la session qui se passe là le 21 novembre, qui commence le 21 novembre, j'ai des élèves qui sont pris en charge par Pôle emploi et ça a été assez simple. D'autres qui ont été refusés, ça je suis pas encore à trouver, vraiment trouver pourquoi certains sont refusés et pas d'autres, alors que mon devis est le même, c'est le ministère de l'administration française, je ne sais pas trop encore. Donc voilà, mais en tout cas ça vaut le coup d'essayer. Clairement, si vous y avez droit, autant le tenter quoi. Voilà, donc c'est bon cette fois-ci je crois. Donc je vais vous souhaiter un bon après-midi à tous. De toute façon, la vidéo, je l'enregistre directement et elle sera visible sur la page pour les personnes qui n'ont pas pu la suivre en direct. N'hésitez pas à poser des questions par dessous en commentaire et j'y répondrai dès que je les verrai. Il n'y a aucun souci. Donc petit rappel, la prochaine formation est du 21 novembre au 2 décembre sur Sifour-les-Plages. Il reste encore 2 places disponibles pour les élèves qui sont hors du 83
Et la prochaine formation pour les élèves du 83 se fera fin janvier. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon site directement, manu-reva.fr. Je vous embrasse tous. Bon après-midi. Bye bye. À bientôt.